Donc un kibboutz en Corrèze, c'est un ouvrage très original. Moi, c'est pour ça qu'il m'a plu, parce qu'on y apprend tout un tas de choses. C'est une expérience communautaire absolument unique en France, qui a été créée avec le soutien du baron de Rothschild. Vous le saviez peut-être, mais il y a eu des kibboutz en France. Mais oui, c'est une histoire totalement méconnue et pourtant réelle. On va en parler tout de suite grâce à un livre, le livre de Jean-Luc Aubardier, et surtout grâce à Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors, une histoire incroyable mais vraie. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est un livre qui vient de sortir. On n'a pas donné le livre, ça s'appelle Un kibboutz en Corrèze. Un kibboutz en Corrèze. C'est un livre qui vient de sortir là au mois de septembre aux presses de la Cité. Alors d'abord, il faudrait dire quelques mots de Jean-Luc Aubardier, parce qu'il n'est peut-être pas très connu de notre public. Exact. Donc, il est écrivain et libraire. Alors maintenant, il ne l'est plus tout à fait, mais il a tenu une librairie pendant très 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 longtemps. Il est né à Sarlat, c'est un passionné d'histoire. Il a écrit pendant 20 ans des ouvrages, entre autres, sur les Templiers et le catharisme. Il a publié, par exemple, Les démons de Sœur Philomène en 2003, qui a été adapté au cinéma sous le titre Ici-bas en 2012, et un thriller, L'échiquier du temple en 2015. Et puis il a aussi pour spécialité de publier des guides secrets régionaux. Bon, ok, il aime bien les trucs un petit peu... c'est vraiment qui sort des sentiers battus. C'est un historien dans l'âme. Donc, Un kibboutz en Corrèze, c'est un ouvrage très original. Moi, c'est pour ça qu'il m'a plu, parce qu'on y apprend tout un tas de choses. C'est une expérience communautaire absolument unique en France, qui a été créée avec le soutien du baron de Rothschild. C'est incroyable que les gens ne soient pas au courant de cette histoire. Mais je suis sûre que personne n'est au courant, et c'est ce qui fait l'originalité de ce livre. Donc, il s'agit de jeunes Allemands, juifs, intellectuels, communistes, qui fuient l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ils s'installent en autarcie. Donc, on est en quelle période à peu près 32 comme ça ? Oui, c'est ça. Okay. Et je vais lire un petit extrait tout à l'heure qui situera bien. Donc, ils s'installent en autarcie dans un kibboutz, dans un petit village de Corrèze. Et voilà, encore une fois, cette histoire est inspirée de faits historiques réels. Et ils sont très nombreux en plus. Oui, puisque cette ferme-école, elle aura touché jusqu'à 800 jeunes. Donc le kibboutz avait pour nom Mahar. Demain. Voilà, demain. Donc, village de Nazareth, situé à 10 km de Brive. Cette région a été évidemment déjà marquée par la guerre de 1914. Et l'accueil, il faut bien le dire, est plutôt frais pour notre petite troupe de jeunes, Johan, Chaim, Sarah et les autres jeunes Allemands réfugiés en France. Donc, comme j'ai dit, après l'apprentissage à la ferme-école, beaucoup d'entre eux partiront pour la Palestine. Donc, quand ils arrivent là-bas, les conditions de vie sont dures. Ce sont les conditions de vie d'un kibboutz. Ils vont chercher l'eau à la source, ils bâtissent leur dortoir, ils consomment ce qu'ils produisent. Et ce qui est très sympa, c'est que peu à peu, grâce à leur enthousiasme, à leur bonne éducation, leur courage, ils gagnent la confiance des gens, la sympathie des habitants du village. Mais il y a quand même un mauvais dans l'histoire, Albert Malater, sous-préfet de Brive, qui est fasciste dans l'âme et qui s'est juré de faire fermer ce kibboutz. Et puis alors, pour comble de choses qui l'agacent, ce monsieur, son fils Frédéric fréquente la jolie Sarah. Ah, ça va pas le faire, ça. Alors, pendant ce temps-là, Johan, qui a un esprit de chef, se propose de regagner Munich pour y faire évader des femmes et les ramener en Corrèze. Lors de sa mission, il parvient à visiter Dachau et il assiste aussi à la nuit des longs couteaux à la pension Anselbauer. Donc, comme je disais, début 1935, la plupart des jeunes ont rejoint la Palestine, sauf Johan qui est resté en France et Frédéric qui a épousé Sarah. Il ne va pas être content, le sous-préfet. Ils sont entraînés dans les fracas de la défaite de 1940 et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'engagent dans la résistance, l'un auprès des gaullistes d'Edmond Michelet, l'autre chez les communistes du colonel Guingouin. Donc, ce qui est incroyable, c'est que non seulement le baron de Rothschild a voulu sauver des juifs, mais en plus, ça a eu aussi une répercussion dans la société française, quoi. Complètement. C'est ce qu'on va voir dans l'extrait tout à l'heure. Et une chose dont on ne sait rien non plus, c'est Sarah qui nous l'apprend. À Sarlat, Sarah tricote des poupées vendues au profit des combattants de l'ombre. Ça, c'est une chose qui a vraiment existé. Ces poupées qui ont été confectionnées par des femmes pour les vendre et soutenir la résistance. Voilà, exactement. Et elle attend un bébé.
Alors, dans la première partie du livre, l'auteur se consacre plus précisément à la description du kibboutz, le contexte historique, les amours naissantes, les relations avec la population locale qui évoluent, comme on l'a dit. Il y a des très beaux élans d'humanité qui succèdent au rejet. Et il explique aussi ce qu'implique la judéité, ce qui n'est pas forcément évident dans le petit patelin. Et on est vraiment très touché par ces jeunes parce qu'ils sont très enthousiastes, ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Ils ont compris qu'ils allaient devoir oublier leur vie d'avant, le confort. Ils sont conscients que leur espoir réside dans le travail acharné et ils montrent énormément d'enthousiasme. Et la deuxième partie porte davantage sur ce qui se passe après, c'est-à-dire après la déclaration de guerre, avec ceux qui vont rester en France et qui vont s'engager dans la résistance. Alors moi, ça a été une grande découverte, ce livre, un roman historique vraiment fort bien documenté et qui permet au lecteur et à la libraire que je suis de découvrir quelque chose dont on ignorait tout. Ah, vraiment, c'est une chouette découverte, franchement. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Moi non plus, je suis tombée dessus par hasard. Et, enfin, pas complètement par hasard d'ailleurs, parce que Jean-Luc Aubarbier m'avait envoyé un petit mail en me disant « Cher libraire, voilà ce que j'ai publié ». Et tout de suite, je me suis dit « Non, mais il faut parler de ce livre ». Ça, c'est sûr. Ok, alors est-ce qu'on va avoir droit à un petit extrait ? On va avoir droit à un petit extrait qui va pour reposer nous mettre dans un peu le contexte. Donc le kibbutz, il est déjà créé à ce moment-là. Robert de Rothschild et Jacques Elbronner, après avoir fondé le kibbutz Mahar et en avoir confié la gestion au Echalutz, n'avaient jamais perdu de vue leur création. Régulièrement, l'hôtel de Marigny, bien à l'abri derrière le porche sculpté de son entrée, réunissait les deux hommes comme en ce mois de février 1934. « Tout se passe bien, mon cher Robert, dit le conseiller d'État en lisant une fois encore le rapport d'activité en provenance de Corrèze. Nous sommes en place jusqu'en 1942. D'ici là, ce sont des milliers et des milliers de jeunes juifs que nous aurons sauvés. » Les deux hommes avaient interrompu une partie d'échecs lorsque le courrier était arrivé. « Ce David, auquel nous avons confié la direction des opérations, est un individu remarquable, dit le baron. Tout à fait l'homme de la situation. D'ailleurs, c'est un ancien militaire, poursuivit Jacques, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler son titre de chef de bataillon. Comme moi, il a connu l'état-major, bien qu'à un rang inférieur. » Il s'était aussitôt emparé de la lettre qu'il avait soigneusement décachetée à l'aide d'un coupe-papier en argent et il jubilait devant les bonnes nouvelles. Robert observait pensivement le plateau de jeu et les pièces éparses. Son ami était adepte de l'offensive, comme il l'avait appris en 1916 auprès du maréchal Pétain, et ne regardait pas aux pertes. Lui-même était la prudence incarnée, il calculait soigneusement chaque coup, mesurait les dommages à venir et n'aimait guère sacrifier ses troupes. D'ailleurs, à la guerre, il préférait de loin l'art, il était mécène. « L'opinion est en train de tourner en notre défaveur, reprit-il. Les réfugiés indisposent l'extrême droite. Elle crie haut et fort qu'ils viennent manger le pain des Français. L'État totalitaire, à l'image du régime de Mussolini, est ouvertement prôné, ainsi que l'autodéfense ethnique des peuples, au nom de laquelle on réclame des lois racistes et antisémites. » Ouais, donc ça nous met vraiment bien dans l'ambiance, mais en tout cas un livre que vous avez beaucoup aimé, de par l'histoire qu'il raconte et puis très aussi belle surprise. La façon dont il est écrit évidemment. Alors ça c'était pour l'ouvrage du jour. Maintenant il y a une bonne nouvelle chez Vice Versa, c'est que la boutique est en ligne, donc on peut désormais acheter sans se déplacer. Tout à fait. Alors c'est www.viceversa. On peut choisir en plus. Bien sûr. Tout le catalogue. Tout le catalogue. On a des clients d'ailleurs qui butinent le catalogue et puis qui nous appellent après parce qu'ils avaient l'habitude comme ça. Et puis on a eu nos premières ventes en ligne, paiement en ligne sécurisé. On déclenche sa livraison qui est offerte à partir de 400 shekels d'achat. Et donc le site c'est www.viceversalib.com. Il y a aussi un blog. Vice Versa comment Lib ? Vice Versa Lib, comme les 3 premières lettres de librairie. D'accord, très bien. Donc on est très contents et on vous invite tous félicitations, en tout cas. à aller voir cette boutique en ligne. Ça, c'était pour la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est Delphine Orviller. Alors, point d'interrogation avec les conditions sanitaires. Les frontières sont toujours fermées en Israël, bien qu'elles soient israéliennes. On ne sait pas encore, en raison du bidoute, si elle viendra. Normalement, nous avions programmé une rencontre signature à la librairie avec Delphine Orviller sur son dernier livre et plus généralement sur l'ensemble de son œuvre, le 10 janvier à 19h. Mais nous ne saurons pas avant le 31 décembre si cette date sera confirmée ou pas. Bien entendu, si elle était confirmée, c'est comme d'habitude. Il faut s'inscrire, venir masquer et présenter le Tav Yarok. On s'inscrit sur le site alors ? Non, sur le site, non. Sur le mail où on nous téléphone. Enfin, pour le moment, je conseille d'attendre le 31 décembre pour ne pas faire de déçus. On redonne le numéro de téléphone alors ? 02 624 44 12. Le mail lib@viceversalib.com. Je conseille vraiment d'attendre le 31 décembre puisque déjà, on avait annoncé Yael Paché qui a dû être annulé. Il y avait ce sont des choses qui arrivent. déjà des gens qui nous
vous avez téléphoné pour réserver. Et puis juste prévenir tout le monde que c'est la fin de l'année, donc nous sommes en inventaire de mercredi à vendredi, c'est-à-dire d'aujourd'hui à vendredi, et que donc la librairie sera fermée. Ok, bon, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme toujours. Merci beaucoup, à bientôt, Nathalie. Avec plaisir, Cathy. Ciao.